faisant glisser une feuille de papier plastifié sur le plan de travail de la cuisine vers moi comme si je signais un bail immobilier. Pas de visites imprévues, pas de nourriture apportée sans accord préalable. Pas de discussion sur les finances familiales avec mon fils. Pas de sortie pour Léo sans un consentement écrit 48 heures à l'avance. J'ai lu le document 2 fois. Puis j'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Parce que faire d'autre quand la femme que votre fils a épousée vous remet un document pour régenter la façon dont vous aimez votre petit enfant? C'est juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, a-t-elle dit. Mon fils Thomas se tenait à l'arrière de la cuisine en regardant ses chaussures. C'était il y a 3 ans. Léo avait 3 ans à l'époque, et l'ours que je lui avais apporté ce jour-là est probablement dans un bac de don quelque part. Je ne l'ai jamais vu jouer avec. Je m'appelle Gérard Perrin. J'ai 67 ans. J'ai passé 31 ans à travailler comme ingénieur territorial pour la ville de Lyon et j'ai pris ma retraite quand ma femme Françoise est tombée malade. Françoise est partie il y a 4 ans. Un cancer du pancréas, 11 semaines entre le diagnostic et la fin. Elle était le genre de femme qui se souvenait de chaque anniversaire dans la famille élargie, qui tenait une boîte de recettes manuscrites remontant à sa propre mère. Qui a un jour conduit 2 heures sous une tempête de neige en janvier pour apporter de la soupe à une voisine qu'elle connaissait à peine. Elle aimait Thomas farouchement et inconditionnellement. Elle adorait Léo dès l'instant où elle l'a tenu pour la première fois, 2 semaines avant son diagnostic. Elle disait souvent que Léo était la façon dont l'univers lui offrait quelque chose de beau à regarder avant de partir. Après sa mort, je pensais que le plus dur serait le silence dans la maison. J'avais tort. Le plus dur a été de réaliser que la famille que je pensais avoir était lentement éloignée de moi, une règle plastifiée après l'autre. Cela a commencé avant même le décès de Françoise. Sandrine et Thomas étaient mariés depuis 5 ans à ce moment-là, et les choses avaient toujours été un peu froides entre Sandrine et moi, mais je mettais cela sur le compte de différences de personnalité. Elle était organisée, exigeante, réservée. Je respectais cela. Je leur laissais de l'espace. Je ne passais pas à l'improviste. Je n'offrais pas d'avis sur leur choix. Je ne m'ingérais pas. Quand ils ont acheté leur maison à Écully, un pavillon de 4 chambres dans une impasse calme, je leur ai donné 60 000 € en cadeau. C'était l'essentiel de ce qui restait d'un petit héritage que mon père m'avait laissé. Je n'y avais attaché aucune condition. Je n'ai rien demandé en retour. C'était de l'argent familial et ils étaient la famille. Ce que je ne savais pas, c'est que ces 60 000 €, dans l'esprit de Sandrine, n'étaient pas un cadeau. C'était une transaction. Et quelque part en chemin, elle m'avait attribué une valeur, calculé ce que je valais pour son foyer, et faisait discrètement ses comptes. Après la mort de Françoise, j'ai essayé d'être présent sans être intrusif. J'appelais à l'avance. Je limitais mes visites à 1 fois par semaine, le dimanche après-midi, 2 ou 3 heures. J'apportais des petites choses à Léo, un livre, un puzzle, une barre de chocolat de la boutique près de chez moi à Lyon. C'était la chose la plus naturelle au monde de le regarder grandir. Il avait les yeux de Françoise, ce bleu-gris sérieux qui devenait plus vert en été. Et il posait des questions constamment, comme le font les enfants quand ils découvrent que le monde est immense et plein de choses que personne n'a encore expliquées. Mais tous les quelques mois, quelque chose changeait. Les visites du dimanche devenaient plus courtes. L'exigence de préavis de 48 heures a été ajoutée. Puis on m'a demandé de ne plus me garer dans l'allée parce que cela dérangeait les voisins. Ensuite, on m'a dit de ne plus apporter de nourriture parce que Léo avait des sensibilités alimentaires que je n'étais pas qualifié pour gérer. Puis, un dimanche, je suis arrivé et Sandrine m'a dit à la porte que ce n'était pas le bon moment, que Léo était fatigué, et j'avais conduit 1 heure pour rester sur un perron pendant 4 minutes. J'en ai parlé à Thomas la fois suivante au téléphone. Elle veut juste que les choses se passent bien, a-t-il dit, tu sais comment elle est. Je savais comment elle était. Ce que je commençais à comprendre, c'est que Thomas avait cessé de faire la différence entre ce que Sandrine voulait et ce qui était juste. La liste des règles est arrivée dans ma boîte mail environ 8 mois après le décès de Françoise. C'était un document formel imprimé de manière très officielle. Sandrine l'avait apparemment rédigé elle-même, délimitant les termes de mon implication dans la vie de Léo. Heure de visite le samedi après-midi uniquement, maximum 2 heures. Cadeau soumis à approbation préalable. Aucune discussion sur les questions financières. Aucune photographie partagée sur les réseaux sociaux sans consentement écrit. Pas de visite de nuit sans un préavis minimum de 30 jours.
En bas, il y avait une ligne que je devais signer. Je ne l'ai pas signée. J'ai appelé Thomas et lui ai demandé si nous pouvions parler en personne. Il a dit qu'il avait l'intention de m'appeler aussi. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans une brasserie, à mi-chemin entre Lyon et Écully, en terrain neutre, ce qui je suppose en dit long sur la tournure des événements, et il s'est assis en face de moi avec l'air d'un homme à qui on a dicté exactement quoi dire. Sandrine a le sentiment que les limites n'ont pas été respectées, m'a-t-il dit. Je lui ai demandé quelles limites. J'avais suivi chaque règle qu'elle m'avait donnée. J'avais appelé à l'avance, gardé mes distances, étouffé chaque instinct que j'avais de simplement être un grand-père. Il a parlé pendant un moment du besoin de structure de Sandrine, du fait que les visites étaient stressantes pour Léo, une affirmation qui m'a laissé perplexe puisque Léo courait toujours vers la porte quand j'arrivais. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai demandé directement s'il voulait que je sois impliqué dans la vie de Léo. Il a dit oui, il a dit bien sûr. Mais il y a toujours un mais. Le mais, s'est-il avéré, était que Sandrine avait une nouvelle proposition. Si je voulais maintenir un accès régulier à Léo, elle estimait raisonnable que je contribue aux dépenses de Léo. Pas un cadeau, pas quand j'en avais envie, mais une contribution mensuelle fixe de 800 € transférée directement sur un compte qu'elle contrôlait comme condition pour continuer à voir mon petit-fils. Elle appelle cela un arrangement de soutien familial, a dit Thomas, sans vraiment croiser mon regard. J'ai regardé mon café. Je l'ai regardé. Il avait 41 ans et il était assis à la table d'une brasserie en train d'expliquer à son père que voir son petit-fils coûterait désormais 800 € par mois. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse parfaitement raisonnable à une demande parfaitement raisonnable. Je suis rentré chez moi dans un silence qui n'avait rien d'apaisant. C'était le silence d'un homme qui s'efforce de ne pas dire quelque chose qu'il ne pourra pas retirer. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je me suis assis à la table de la cuisine où Françoise et moi prenions notre café du matin. Et j'ai pensé aux yeux bleu-gris de Léo et à la façon dont il disait Papy Gérard en mettant l'accent sur Gérard comme si mon prénom était le mot le plus intéressant qu'il connaisse. J'ai pensé à Françoise disant que l'univers nous l'avait offert en cadeau avant son départ. J'ai pensé aux 60 000 € investis dans une maison qui avait maintenant une feuille de présence pour les visites familiales. Et puis j'ai pensé à une conversation que j'avais eue environ 6 mois plus tôt avec ma voisine Janine, dont le fils avait traversé un divorce difficile. Elle avait mentionné un avocat, un spécialiste du droit de la famille à Lyon nommé Maître Bernard Legrand, quelqu'un que Janine décrivait comme patient, précis et n'étant pas le genre d'homme à hausser le ton quand les choses se compliquent. J'avais pris sa carte par politesse. Elle était encore dans le tiroir avec les menus de livraison et les clés de rechange. Je l'ai sortie ce soir-là. J'ai appelé Maître Legrand le lendemain matin. Son assistante m'a passé la communication dans l'heure et j'ai passé 45 minutes au téléphone à expliquer la situation aussi clairement et calmement que possible. Maître Legrand a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment puis il a dit « Monsieur Perrin, je veux que vous fassiez quelques petites choses avant notre prochaine discussion. Je veux que vous enregistriez chaque email, chaque message, chaque document que Sandrine vous a envoyé. Je veux que vous notiez avec les dates chaque visite qui a été annulée ou restreinte et je veux que vous ayez une conversation avec votre comptable au sujet des 60 000 €. Je lui ai demandé pourquoi la comptable. Parce que, a-t-il dit, les cadeaux faits aux membres de la famille ne sont pas toujours traités de la même manière selon le droit de la famille, en fonction de la manière dont ils ont été donnés et documentés. Et j'aimerais comprendre exactement quelle relation financière existe entre vous et le foyer de votre fils. J'utilisais la même comptable depuis 20 ans, une femme méticuleuse nommée Madame Catherine Morel, qui faisait mes impôts depuis que j'étais encore à la mairie, et qui tenait ses dossiers comme une bibliothécaire garde ses livres, organisés, référencés et permanents. Je l'ai appelée le même après-midi. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Je lui ai demandé d'extraire tout ce qui concernait les 60 000 €, les virements bancaires, les correspondances, toute documentation du don. Ce que Catherine a trouvé était quelque chose que je n'avais pas pleinement réalisé à l'époque. Les 60 000 € que j'avais donnés à Thomas et Sandrine n'étaient pas seulement allés vers l'apport pour la maison d'Écully. Catherine m'a montré les relevés bancaires et une chaîne de transferts que je n'avais pas vus clairement auparavant. Une partie de l'argent était passée par leur compte joint pour finir sur un compte séparé au nom de Sandrine seule environ 18 mois après que je leur avais donné les fonds. Le compte avait été ouvert peu après leur achat. Les transferts étaient assez petits pour passer inaperçus.
Environ 22 000 € au cours de 14 mois avaient été discrètement déplacés vers un compte dont Thomas ne semblait pas avoir connaissance. Je suis resté assis dans le bureau de Catherine pendant un long moment après qu'elle m'ait dit cela. J'ai pensé au visage de Thomas à la brasserie, cette expression prudente et dictée. Je me demandais quelle part de ce qu'il me disait était le script de Sandrine et quelle part il croyait sincèrement. Je me demandais s'il était au courant pour le compte. J'ai décidé, assis là, qu'il ne l'était probablement pas. C'était pire d'une certaine manière, pas mieux. Maître Legrand et Catherine ont travaillé ensemble au cours des 6 semaines suivantes. Je n'ai pas dit un mot à Thomas ou Sandrine. J'ai continué à appeler à l'avance pour les visites du samedi, à suivre les règles, à arriver à l'heure avec ma voiture garée dans la rue. Sandrine me laissait entrer pour des créneaux de 2 heures, et je m'asseyais sur leur canapé d'angle beige et regardais Léo faire des puzzles et lui parlais des oiseaux à la mangeoire dans mon jardin. Et je ne laissais rien paraître sur mon visage. Léo m'a demandé une fois pendant cette période pourquoi j'avais l'air triste. Je lui ai dit que je n'étais pas triste. Je lui ai dit que j'étais juste en train de réfléchir à quoi ? A-t-il demandé, à quel point je t'aime ? J'ai dit qu'il avait accepté cela avec l'assurance factuelle d'un enfant de 6 ans qui n'a jamais douté une seule seconde d'être aimé et est retourné à son puzzle. La 7e semaine, Maître Legrand m'a dit que nous en avions assez. Il avait rédigé une mise en demeure juridique décrivant le don de 60 000 € désormais traité au vu des circonstances comme un prêt documenté étant donné la manière dont les fonds avaient été détournés et exigeant un remboursement intégral. La lettre notait également le motif récurrent d'accès restreint et affirmait formellement mes droits en tant que grand-parent selon le Code civil, qui permet aux grands-parents de demander au tribunal un droit de visite et d'hébergement quand cet accès est refusé de manière déraisonnable. La lettre était prudente, précise et non provocatrice. Elle était simplement très claire. Catherine avait également préparé un résumé financier. Chaque transfert, chaque date, le compte au nom de Sandrine, les montants, une image nette et documentée de ce qui était arrivé à 22 000 € de l'argent que j'avais donné à la famille de mon fils. J'ai mis les 2 documents dans une grande enveloppe Kraft. J'ai appelé Thomas et lui ai demandé si je pouvais passer ce samedi-là, comme d'habitude. Il a dit que oui, c'était d'accord. J'ai conduit jusqu'à Écully avec l'enveloppe sur le siège passager. Sandrine a ouvert la porte. Elle portait le sourire prudent qu'elle affichait toujours quand j'arrivais, celui qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Léo était quelque part à l'arrière de la maison. Je pouvais l'entendre se parler à lui-même comme il le fait quand il joue. J'ai dit que j'avais quelque chose pour Thomas. Elle a commencé à dire que ce n'était pas vraiment le bon moment, Thomas regardait le match de foot, et j'ai dit doucement que cela ne prendrait qu'un instant. Je lui ai demandé de l'appeler. Thomas est venu à la porte. Il a vu l'enveloppe. Quelque chose dans son expression a changé. Je la lui ai tendue. Il l'a ouverte là, sur le pas de la porte, Sandrine se tenant juste derrière son épaule, et il a lu le premier document. J'ai vu la couleur de son visage changer. Pas de la culpabilité, pas au début. De la confusion. Il a lu la 2e page. Puis il a levé les yeux vers moi. Papa, c'est quoi ça ? C'est une lettre de mon avocat, ai-je dit, et un rapport financier de ma comptable. Je pense que vous devriez lire les 2 attentivement et ensuite je pense que tu devrais avoir une conversation avec Sandrine. Il l'a regardée. Elle a regardé l'enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, a-t-elle commencé. Sandrine, ai-je dit calmement, le compte est documenté. Les transferts sont documentés. Tout y est. Je n'étais pas en colère. Je veux être clair là-dessus. J'étais très calme de cette façon dont on devient calme quand on a mûri quelque chose pendant cette semaine et qu'on a décidé exactement de la façon dont on veut le gérer. Ce n'est pas une attaque. Je ne suis pas ici pour faire une scène. Je suis ici parce que Thomas mérite de savoir ce qui se passe et parce que je mérite de voir mon petit-fils. Elle n'a plus rien dit après cela. Thomas est resté debout sur le pas de la porte à lire pendant un long moment. Léo est apparu à ses côtés à un moment donné, se glissant sous son bras comme le font les enfants, et a levé les yeux vers moi. « Salut papy Gérard », a-t-il dit. « Salut bonhomme », j'ai répondu. Thomas m'a regardé par-dessus la tête de Léo. Son expression était quelque chose pour laquelle je n'ai pas de mots précis. Un mélange d'embarras, de trahison et de soulagement. Tout à la fois, le visage d'un homme à qui on vient de donner l'explication de quelque chose qui n'avait aucun sens depuis des années. « Entre, papa », a-t-il dit.
Nous sommes restés assis à leur table de cuisine pendant 2 heures. Sandrine a d'abord essayé d'expliquer les transferts comme une épargne pour les études de Léo, comme de la gestion domestique, comme un malentendu. Mais la documentation était claire et à un certain point elle a cessé de donner des explications et s'est contentée de rester assise très silencieusement, ce qui arrive quand une personne arrive au bout de son histoire. Thomas a appelé Maître Legrand lui-même la semaine suivante, non pas comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui voulait comprendre ses options. Il y a eu beaucoup de conversations après cela, certaines auxquelles j'ai participé et beaucoup d'autres non. Je ne veux pas résumer le mariage de Thomas pour lui. C'est son histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que 6 mois plus tard, ils étaient séparés et je récupérais Léo tous les samedis matins pour l'emmener au parc de la Tête d'Or près de chez moi à Lyon, où nous cherchions les hérons le long des plans d'eau, ce que Françoise adorait faire. Léo les appelle les grands oiseaux gris parce que c'est comme ça que je les ai appelés la première fois qu'il m'a posé la question avant que je ne me souvienne du mot exact et je ne l'ai jamais corrigé parce que je préfère ça. Les 60 000 € ont finalement été réglés dans le cadre de la séparation. Thomas a gardé la maison, ou plutôt la valeur nette qu'elle contenait après le prêt immobilier. Sandrine est retournée vivre dans sa famille vers Villefranche-sur-Saône. Les 18 000 € qui ne pouvaient pas être totalement récupérés ont été laissés comme une perte. Maître Legrand m'a conseillé que cela ne valait pas la peine de poursuivre davantage et j'ai accepté. Certaines choses coûtent ce qu'elles coûtent. Ce que je veux vous dire, si vous êtes un parent ou un grand-parent assis quelque part en train de regarder ceci et de reconnaître quelque chose dans cette histoire, c'est que ce qui m'est arrivé a un nom. Cela s'appelle le contrôle financier, et c'est l'un des outils les plus anciens de l'isolement. Vous donnez à un proche l'impression qu'il vous est redevable, que l'accès à la famille dépend de la conformité, que l'amour est une transaction. Et la personne qui subit cela, si c'est le genre de personne qui ne veut pas de conflit, qui fait confiance aux gens qu'elle aime, qui croit que la famille signifie quelque chose, cette personne absorbera énormément avant de comprendre ce qu'on lui fait. Je ne suis pas un homme de confrontation. J'ai passé ma carrière à faire des calculs, à vérifier des structures porteuses, à m'assurer que les choses qui devaient tenir tiendraient. Je ne me précipite pas. Je ne monte pas en pression à moins que ce ne soit nécessaire. Mais il y a une différence entre maintenir la paix et accepter des conditions qui n'ont jamais été justes dès le départ. Les grands-parents ont des droits, pas seulement de manière abstraite ou sentimentale. Légalement, selon le droit français, les grands-parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite si ce lien est rompu sans motif grave. Je ne le savais pas avant de rencontrer Maître Legrand. Je vous le dis maintenant parce que peut-être que vous ne le savez pas non plus. L'argent donné à la famille devrait être documenté, non pas parce que vous n'avez pas confiance, mais parce que la documentation protège tout le monde. Elle protège la relation. Elle vous protège si la relation change. Une simple lettre confirmant le montant, l'objet et précisant s'il s'agit d'un don ou d'un prêt peut faire toute la différence plus tard. Je l'ai appris à mes dépens. Et si vous voyez quelqu'un dans votre famille être isolé, une mère mise à l'écart, un père maintenu à distance, un grand-parent suivant une liste de règles plastifiées juste pour s'asseoir sur un canapé beige pendant 2 heures, dites quelque chose. Pas d'une manière qui crée un conflit plus grand, mais dites quelque chose parce que la personne isolée ne peut souvent pas le voir clairement de l'intérieur. Elle est trop occupée à suivre les règles. Le mois dernier, Léo a perdu sa première dent. Il m'a appelé au téléphone immédiatement après, alors que le trou saignait encore un peu et qu'il était si fier qu'il pouvait à peine finir ses phrases. J'y suis allé en voiture et j'ai pris une photo de lui arborant son nouveau sourire édenté et je l'ai envoyée à Thomas et j'en ai gardé une pour moi et j'ai mis un exemplaire dans le cadre sur le rebord de ma fenêtre de cuisine à côté de celle de Françoise le tenant à l'hôpital la semaine où elle est morte. Elle aurait été complètement insupportable au sujet de cette dent. Elle aurait appelé tous ses amis. Elle en aurait fait toute une histoire. J'aime penser qu'elle l'a entendu au téléphone. Cette histoire est un rappel poignant que les dynamiques familiales peuvent parfois devenir toxiques sous couvert de règles et de contrôle. Le grand-père, Gérard, a fait preuve d'une patience incroyable et d'une grande sagesse en utilisant la loi et la transparence financière pour protéger son lien avec son petit-fils. En France, le droit des grands-parents à maintenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants est protégé par le Code civil, car l'intérêt de l'enfant est de grandir entouré de ses racines. Il est triste de voir que l'argent est parfois utilisé comme une arme pour manipuler les sentiments, mais cette fin montre qu'avec de la détermination et les bons conseils, on peut restaurer la justice et l'équilibre. La manipulation émotionnelle et financière peut détruire des foyers, mais la vérité finit souvent par éclater. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous eu la patience de Gérard face à de telles exigences, ou auriez-vous réagi plus tôt? Pensez-vous que les parents ont le droit d'imposer des règles aussi strictes aux grands-parents? Partagez vos expériences et vos avis dans les commentaires.